Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Je vais vous parler, comme promis, de la petite école de Mélanie dont je vous avais parlé, qui était une école alternative, mais euh, très alternative. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier, en particulier pour tous vos commentaires, vos pouces, etc. sur les vidéos, mais le live que j'ai fait avec Olivier, que nous avons fait avec Olivier, vous a apparemment beaucoup plu. Donc, je vous remercie de vos commentaires très positifs, de votre accueil. Bon, on recommencera, voilà, quand on sentira le besoin de recommencer. Je vous remercie pour tous ces commentaires qui ont été, pour la plupart, très positifs. J'ai deux commentaires ou questions, en fait, auxquels je veux répondre tout de suite avant de parler de la petite école de Mélanie et à travers ça du système d'éducation. On m'a posé une question et on m'a demandé comment élever nos vibrations. Et ça avait vraiment de l'importance pour la personne qui a posé la question. Je sentais comme je ne sais pas quoi faire. Alors, je veux vous donner quelques explications à ce niveau-là. Il faut arrêter de mentaliser. Euh, oui, c'est facile à dire. Mais on a tous et toutes vécu des situations dans lesquelles on sent que nos vibrations sont basses. Il y a juste à, je ne sais pas moi, se souvenir d'une colère voilà, qu'on a exprimée vis-à-vis de quelqu'un, alors que voilà, ça fait 10 fois qu'on rencontre cette personne-là, on se sent contraint. Hein, je parle des réunions familiales, par exemple. Et puis, on se sent pas bien à l'intérieur. Éventuellement, ça déborde vers une colère, etc. Donc, on le sait, ce que c'est qu'une vibration basse. On a peur, on lit quelque chose, une nouvelle, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon argent, etc. On sent qu'on est en vibration basse. À l'inverse, on a tous, toutes et tous, pardon, vécu des vibrations beaucoup plus élevées, c'est-à-dire des grands moments de joie, de paix, par exemple. Ça peut être dans la nature, ça peut être, souvent c'est dans la nature d'ailleurs, ces grands moments de paix sont souvent reliés à voilà, des balades ou quelque chose qu'on a vécu dans la nature. Donc, on a tous à l'intérieur de nous ces mémoires de moments vibratoires élevés et de moments vibratoires très bas. Est-ce qu'on va revenir encore sur les peurs? J'ai parlé de, j'ai parlé de la réaction qu'on peut avoir, par exemple, en réunion de famille, où ça fait 10 fois qu'on rencontre les mêmes personnes qui nous agacent, etc. Et je vais vous dire carrément, derrière ça, il y a de la peur. La peur de dire, ben non, pour moi, ça suffit. J'ai pas envie d'être là. Je suis souverain, souveraine, et je décide que, ben voilà, quoi, c'est fini pour moi. Pas besoin de s'expliquer, mais de savoir au fond de nous qu'on n'a pas envie de rencontrer Tata Machin qui nous tape sur les nerfs et qu'on ne s'obligera pas à le faire. Mais on a peur. Peur de quoi? Du jugement des autres, de ne pas être dans la boîte, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. Je m'adresse évidemment aux personnes qui sont encore dans ces vibrations que moi je résume presque toujours, presque toutes ces basses vibrations se résument par la peur. La peur de ce que les autres vont dire à l'extérieur, la peur de ce qui va nous arriver, la peur de, etc., etc. Uniquement, ces peurs-là, en plus, ont une caractéristique extraordinaire, c'est qu'elles ne sont que des choses extérieures à nous. Hein. Donc, avec des choses extérieures à nous, on va déclencher c'est un processus de peur à l'intérieur de nous, alors qu'à l'intérieur de nous, il ne se passe rien. À l'inverse, quand on a vécu des moments, je parlais, moments d'extase, moments de bonheur total, des grands moments de bonheur, eh bien, ça vient, on le sent, ça vient de l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer, hein, c'est que
on se laisse déborder par des peurs, par des choses qui viennent de l'extérieur, donc qui viennent encore une fois de la matrice, etc., de la vieille matrice, de la matrice imposée. Les peurs viennent donc de choses extérieures à nous, qu'on interprète ou oui, parce que même quand c'est la peur du jugement des autres, c'est une interprétation. On, comment dire, on présume, on pense que, voilà, à la place des autres en plus, ce que j'ai toujours trouvé absolument absurde, mais on pense que, ben voilà, on va être jugé de telle et telle façon. Inutile de vous dire que dans ce cas-là, je ne ferai pas de démonstration, j'en ferai plus, hein. C'est plus le temps, mais on est vraiment dans une vibration très matricielle archontique, hein, on va l'appeler comme ça, la matrice archontique, c'est-à-dire la matrice qui a été détournée, qui nous a été imposée pour nous mettre en esclavage et on se maintient donc tout seul dans notre propre esclavage. Bon, ben, comment élever nos vibrations? C'est pas compliqué. Premièrement, on a toujours des références de vibrations beaucoup plus hautes. Et deuxièmement, ben, il faut prendre des décisions. Il n'y a pas de solution. Et ça n'est pas parce que je vais faire une méditation comme ci, une méditation comme ça, que je vais signer mes emails en disant cordialement, excusez-moi, ça m'énerve, ou belle et lumineuse journée dans les SMS, j'en reçois comme ça, mais vous inquiétez pas, bah, voilà, des choses de surface, ok, qui ne viennent pas de nécessairement de ce qu'on est, de ce qu'on ressent intérieurement, mais une façade qu'on est en train de se faire, c'est-à-dire une façade qui cache quoi? Qui cache oh ben moi j'ai des investissements, hein, puis il faut que j'y fasse attention, c'est-à-dire qui cache le monde matriciel, mais la façade, attention. C'est un peu ça, voilà. Mais donc pour en revenir à ça, c'est une question vraiment de décision, d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, et puis oui, bah, d'arrêter de se cacher avec des faux semblants de vibration. C'est juste de ressentir les choses. Alors, comment on peut faire, pratico-pratique, pour en ce moment augmenter nos vibrations? Ben, je pense que je ne dirais rien d'original. C'est l'été, il fait beau à peu près partout et ben, allez vous promener dans la nature. Allez au bord d'une rivière si vous aimez ça, allez au bord de la mer si peu importe ce que vous avez autour de chez vous, il y a des choses absolument magiques. Donc, allez vous ressourcer à cet endroit-là. Prenez le temps de ressentir, ressentez vraiment ce qui se passe, comment vous êtes à cet endroit-là, comment vous vous sentez intérieurement, et vous allez constater que vos vibrations sont très élevées. L'autre chose que vous allez constater, c'est que quand vous êtes à cet endroit-là, dans ce ressenti-là, est-ce que vous avez envie de penser à ce qui se passe avec votre compte bancaire? Est-ce que vous avez envie de penser à la prochaine réunion où vous allez rencontrer des gens que vous n'aimez pas? Non, vous êtes dans je dirais presque un autre espace. Eh bien, il faut vous ramener le plus possible dans cet espace. Il faut aussi apprendre à mettre nos limites, hein. Nos limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de subir. On connaît les déclencheurs et on dit stop. Et il faut s'imposer. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous êtes important, donc vous devez vous imposer. C'est pas d'être dictateur. Il faut avoir le courage d'assumer. Et voilà. Bon. Donc, c'est la réponse à la première question, comment élever nos vibrations. Donc, vous avez plein de solutions. Je dirais que pour vraiment se reconnecter et sentir ces vibrations, on est beaucoup mieux d'être seul. C'est pas parce qu'on va être une gang de 15 qu'on va se connecter vraiment à la nature.
ou idem en forêt, etc. Non, parce qu'on a plein de bavardages, on a plein de choses qui nous distraient. Moi, je considère que pour se reconnecter, il faut le vivre. Et on n'a pas besoin de blabla, de bavardage, de oh, regarde le beau champignon. Non, on est là où on est. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous reconnecter seul. Et c'est très bien d'être seul à certains moments parce qu'on fait face à qui nous sommes, à notre souveraineté. Je l'ai toujours dit, le nouveau monde, c'est une souveraineté collective qui ne peut se construire que si on a déjà construit nos souverainetés individuelles, c'est-à-dire c'est l'association, le melting de plusieurs, un grand nombre de souverainetés individuelles. Voilà. Donc, il faut vraiment s'ancrer seul. C'est comme faire face à ses peurs, à ce qui nous fait paniquer, gérer, bah, gérer, même pas gérer, mais éliminer les peurs, comprendre très bien qu'on se fait manipuler, etc. Ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'avoir 50 personnes autour de nous qui donnent leur avis. C'est nous-mêmes, même quand si on a l'information, de quoi faire, comment faire, etc. C'est nous-mêmes qui faisons face à notre propre façon de réagir. Des fois, il m'arrive de m'exposer volontairement à des trucs dits dark, dark, des nouvelles qui pourraient être inquiétantes et tout. Et en fait, je m'aperçois que c'est comme rien à faire. Vraiment, mais rien à faire. Ça passe 10 pieds au-dessus de ma tête, ça atterrit je sais pas où, mais ne me touche absolument plus. Voilà pour la première question. La deuxième, c'est pas une question, c'était un commentaire parce que j'ai dit dans ce live avec Olivier que peut-être que le retard qu'on voyait des medbeds, c'est parce que on devait apprendre aussi énergétiquement à se servir de tout ce qui était à notre disposition. Et quand je dis tout ce qui est à notre disposition, c'est pas Big Pharma, c'est pas l'hosto, c'est pas Allo Docteur, c'est pas le SAMU, c'est pas tout ça. Ça peut arriver, mais bon, volontairement, non. C'est tout ce qui est médecine alternative. Et je l'ai dit, il y a les médecines alternatives que je dirais nouvelles, beaucoup de praticiens qui se forment actuellement énergétiques, alternatives aussi, mais on a aussi des médecines traditionnelles comme l'acupuncture. Il ne faut pas oublier que l'acupuncture, c'est pas une médecine alternative, c'est une médecine à plein, comment, c'est une médecine complète. L'acupuncture, c'est une médecine en soi, une médecine énergétique. L'homéopathie est une médecine énergétique. Vous avez aussi d'autres choses, l'ostéopathie, vous avez, bon, je ne ferai pas le tour, la naturopathie, etc., etc. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Donc, j'ai dit ça et j'ai eu au moins une réaction. Je n'ai pas tout regardé, puis il y en a peut-être qui l'ont pensé en me disant, oui, mais le smicard, il ne peut pas. Mais je vais vous dire une chose. Une réaction comme ça, je ne serais pas sympa avec cette réaction-là, parce que il vous arrive financièrement, il vous arrive à tous les niveaux. Ce qui arrive dans notre vie est le résultat de ce qu'on contemple le plus souvent. Donc, si on contemple très souvent, je n'ai pas d'argent, évidemment, j'ai pas d'argent. Si, au lieu de dire, peu importe les moyens que j'ai, parce qu'il y a une solution à ça, peu importe les moyens que j'ai, mais je veux vraiment avoir accès à. Donc, je ne sais pas comment, mais je vais y avoir accès. Et croyez-moi, si vous vous mettez sur cette pensée-là, plutôt que de dire les smicards, machin truc, déjà se centrer sur, je ne sais pas où elle est la solution, mais elle existe et elle m'arrive. C'est pas compliqué. C'est, on compte, il nous arrive ce qu'on contemple, ce sur quoi on se focus le plus souvent, une autre façon de le dire. Donc, c'est un choix à faire. Ce choix-là, il se fait pour tout, pour
des facilités de vie. Alors, les choses peuvent se faire pas forcément sous forme de ah bah tiens, j'ai une augmentation, ah bah tiens, j'ai plus d'argent, etc. Ça peut être sous forme de quelqu'un qui vous l'offre en cadeau, pourquoi pas. Ça peut être un échange, ça peut être plein de choses. J'irais même pas imaginer tout ce que ça peut être. Ça nous arrive, hein. Sauf que ça nous arrive quand euh, quand on, quand on se focus sur autre chose que sur le manque. Parce que quand on pense tout le temps au manque, il ne nous arrive que du manque, hein. C'est pas compliqué. Donc, on n'a pas besoin de savoir comment on va obtenir les choses, juste de savoir que on les a obtenues. L'autre chose là-dessus, un tout petit point, c'est que c'est beau de demander à l'univers, à peu importe. Il y en a qui demandent à leur guide, il y en a qui demandent à l'univers, il y en a qui demandent, enfin, ça n'a pas une grande importance, mais il faut être prêt à recevoir. J'avais lu un livre très intéressant il y a longtemps. C'est une Allemande qui avait écrit ça. Je n'ai plus le livre. Mais ce qu'elle disait, c'est que c'est beau de faire des demandes à l'univers, à tout ce qu'on veut, la loi d'attraction, c'est bien gentil, mais elle comparait ça à on fait une commande, hein? C'est une commande, effectivement. Donc on fait une commande et puis on oublie de mettre l'adresse où nous envoyer la commande. Alors on fait la commande, etc. On envoie tout ça. Et puis, on n'a pas mis l'adresse pour recevoir. Ou on a mis l'adresse, mais on n'est jamais là pour recevoir le colis. Elle comparait effectivement cette capacité, ce point qui est très important dans la loi d'attraction. C'est pas juste de demander, c'est notre capacité à recevoir. Et là, on se confronte souvent à des limites qu'on a. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de les lever. J'espère que l'analogie vous parle. Moi, je sais qu'elle m'avait beaucoup parlé à l'époque et elle expliquait que les grands échecs de la loi d'attraction, et je suis d'accord avec elle, c'est non pas ce qu'on demande, mais le fait qu'on n'est pas là pour recevoir. On n'est pas en... On n'a pas ouvert la porte à la réception. Soit on n'a pas mis l'adresse, ou on s'est trompé d'adresse, ou on n'est pas là, même si l'adresse est bonne. Peu importe. C'est est-ce que je peux recevoir un cadeau immense de l'univers? Est-ce que je peux recevoir? J'accepte que l'univers peut tout me donner. Voilà. Donc, ça, c'est un côté intéressant. Mais dans ce commentaire, je vais faire un petit ajout, parce que la personne n'a pas dit c'est trop cher pour moi, mais a dit les smicards. Alors ça, c'est toujours je me sers des autres. C'est bon, moi, j'aime pas. Enfin bref, je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Je n'aime pas qu'on se serve de quelqu'un d'autre, y compris d'une catégorie dite sociale, parce que je ne connais pas ces gens-là. Bref, mais c'est de la fausse compassion, hein. Au lieu de dire, ben, on pourrait aider les smicards à penser autrement, à regarder autrement, à examiner leurs manques. Non, non, c'est premièrement, ils sont smicards, ils restent smicards, et puis ils sont pauvres, ils restent pauvres, et puis je suis compatissante. Mais compatissante, ça donne quoi? Ça leur permet de faire quoi, cette fausse compassion? Strictement rien. Ça ne leur apporte rien, à part de dire, oh, il y a des gens qui ont pensé à nous. Oui, puis, ça améliore quoi dans la vie? C'est ridicule. C'est pas du tout, du tout le nouveau monde. Alors, pas du tout. Arrêtez la fausse compassion parce que c'est vraiment épouvantable. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse et puis c'est très, très religioso, 3D, archontique, matrice. On met tout dans le même sac. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'école de Mélanie. La petite école, ça s'appelait comme ça. Donc, moi, j'ai été en contact avec cette école il y a un peu plus de 20 ans, 22 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. On va dire une vingtaine d'années.
Donc, bon, on s'est rencontrés, voilà, peu importe comment on s'est rencontrés. Et à un moment donné, on a discuté assez, et je suis devenue donc bénévole dans cette école, ce qui m'a permis bénévole, oui, j'y allais une demi-journée par semaine, hein, pendant un temps X, mais sur un projet très précis qui était un projet écologique, mais assez étendu. Alors, comment ça fonctionnait, cette école? C'était les enfants, c'était une école primaire, hein, les 6 années primaires, puisqu'il y a 6 années ici au Québec pour l'école primaire. Et par contre, il y avait des enfants beaucoup plus jeunes qui auraient dû être à l'école maternelle, mais qui étaient très en avance et qui étaient déjà là. Donc tous les enfants étaient mélangés. Il n'y avait absolument pas de niveau, première, deuxième, troisième, quatrième année. Ils étaient tous mélangés. Il y avait une vingtaine d'enfants. Donc on pourrait imaginer, puisque j'ai eu quand même un prof qui m'a dit oui, j'aimerais bien avoir des renseignements sur comment ça fonctionnait. On peut imaginer des classes où tous les enfants sont mélangés selon les âges. Et les choses fonctionnaient par projet, hein. C'est-à-dire on fait un projet, je ne sais pas, moi j'ai besoin de traduire tel truc, eh bien on va chercher les outils pour apprendre, par exemple traduire du français à l'anglais, parce que je les ai vus faire. Donc on va chercher les outils pour faire la traduction. Et spontanément, ce qui se passait dans cette école, c'est que euh, Mélanie laissait les enfants s'associer les uns avec les autres. Bon, euh, évidemment, s'il y avait des différences qui faisaient qu'ils n'arriveraient pas à amener leur projet là où ils devaient être amenés, évidemment, elle, elle les orientait légèrement autrement, mais sinon, elle laissait vraiment les groupes se faire. Moi, j'ai envie de faire ça sur tel projet, de faire les calculs. Moi, j'ai envie de faire la traduction. Moi, j'ai envie de... Voilà. Et puis, son école était organisée dans une colonie de vacances qu'elle louait. Donc, évidemment, pendant la période scolaire, il n'y avait pas de colonie de vacances. Donc, c'était très bien. Il y avait pas mal de salles et les enfants pouvaient bouger d'une salle à une autre. Il n'y avait rien de fixe dans une classe. Il n'y avait pas de... la salle où on se réunissait, il n'y avait pas de... Comment? Il n'y avait pas de table, hein. C'était, on s'asseyait par terre. En cercle et puis en cercle, en demi-cercle. Et puis voilà, les discussions étaient ouvertes avec, bon, par exemple, des intervenants qui pouvaient être des parents, qui pouvaient être comme moi, quelqu'un qui n'était pas parent, mais qui avait envie donc de faire un projet avec les enfants de cette école. Donc, et je vous dis, vous pouviez avoir je ne sais pas, sur le projet de rédaction d'une fiche, vous pouviez avoir des enfants de 7 ans qui s'associaient avec un enfant de 12 ans pour rédiger la fiche, parce que celui de 7 ans, il était capable de rédiger. Donc, voilà. Vous pouviez avoir des enfants aussi qui disaient, moi, je travaille sur un autre projet et je ne veux pas me distraire, je continue à travailler sur mon projet. Bon, évidemment, Mélanie était au courant des projets sur lesquels il travaillait. Donc, il y avait vraiment rien de rigide, rien de coulé voilà, dans le béton, surtout pas de catégorie, d'âge, etc. Donc, c'était très, très, très flexible et ça fonctionnait très bien. C'était des enfants très performants, si on veut utiliser ce mot un peu bizarres, pas parce qu'ils étaient particuliers, certains avaient un niveau de scolarité tout à fait ordinaire, certains étaient des surdoués. Évidemment, on en trouvait pas mal dans cette école parce que c'était problématique dans l'école publique. Je vais vous raconter un petit peu après un petit garçon que j'avais rencontré là. Mais donc, les enfants vraiment allaient selon ce qu'ils ressentaient. S'ils voulaient être trois sur un projet, s'ils voulaient être cinq, s'ils voulaient être tout seuls, s'ils voulaient être deux, il n'y avait pas de règle absolue. L'essentiel, c'était qu'ils s'organisent individuellement, en groupe, etc., peu importe, mais qu'ils s'organisent et puis en disant, ben, dans 2 heures, moi, j'aurais fini de rédiger la fiche. Bon, pas très bien. Alors, ils se donnaient eux-mêmes.
Et ça, c'est très bien au niveau souveraineté et individualité. Ils se donnaient eux-mêmes leurs objectifs, que ce soit objectif en temps pour réaliser le projet, que ce soit objectif de réalisation de ce qu'ils avaient pris en charge, etc. Donc, c'était organisé de cette façon-là, avec évidemment quelqu'un qui euh, a la présence d'esprit de savoir si elle a un enfant qui évite absolument de faire tout ce qui est calcul ou mathématiques et de voir pourquoi ça bloque, mais de laisser l'enfant y aller vraiment à son rythme. Aujourd'hui, je veux réaliser ça ou je veux apprendre ça ou je veux me donner les outils pour ça. C'est vraiment la caractéristique pour moi la plus importante parce que c'était totalement calqué sur le besoin de l'enfant. J'ai toujours eu, je vais vous le préciser, une philosophie vis-à-vis de l'apprentissage des enfants qui est, et ça j'en démordrai jamais, tout comme un enfant naturellement grandit et est content de grandir, un enfant est content d'apprendre. Un enfant a envie d'apprendre. Ça fait partie de sa croissance. Ça fait partie de sa structuration. Il se structure au niveau de son corps, mais au niveau de son esprit aussi. C'est une chose naturelle. Quand un enfant n'a pas envie d'aller à l'école, c'est pas parce qu'il veut pas apprendre, c'est pas parce qu'il est idiot, c'est à l'école. D'ailleurs, il vous dit bien, il veut pas aller à l'école. Hein. Mais donc, à partir du moment où on respecte le fait qu'un enfant veut savoir, veut apprendre et que justement en travaillant en groupe, ils se stimulent les uns les autres, ça devient très facile. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de mélanger la totalité des âges et de donner. Alors, ça ne veut pas dire que Mélanie ne laissait les enfants, parce qu'il y avait des enfants qui étaient en phase d'apprentissage de la lecture, par exemple. Donc, à ce moment-là, elle leur apprenait à lire, mais ça pouvait être deux, trois enfants, hein, étant donné qu'il y avait plein de niveaux mélangés. Donc, ces enfants-là apprenaient très vite parce que les heures qu'elle consacrait pour leur apprendre à lire, puis ils étaient deux ou trois avec elle. Donc, c'est extrêmement rapide, ça. Voilà. Je voulais vous raconter l'histoire de ce petit garçon que j'ai rencontré. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me souviens plus de son prénom. Il doit avoir à peu près 25-26 ans maintenant. Il avait donc, je vois un enfant, parce que je mangeais avec eux à midi, et donc je vois arriver à table un enfant, mais vraiment petit par rapport aux autres. Et mon premier réflexe, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a un problème, etc. Et il est venu s'asseoir à côté de moi. Euh, et il s'assoit, on commence à discuter. Je lui dis, mais quel âge as-tu? Et il me dit, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans et il me dit, je participerai pas à ton projet sur l'écologie parce que je suis en train de faire un projet sur, bon, c'était pas loin, il y avait un grand lac pas loin, sur le bassin versant du lac pour voir pourquoi il y a des problèmes avec la faune aquatique dans ce lac. Il a 5 ans. Alors, évidemment, je lui dis, bah, tu sais lire alors, parce que je le voyais sur l'ordinateur. Et je dis, oui, oui, moi, à 3 ans, je voulais savoir lire. Alors, j'ai demandé à mes parents de m'apprendre. Je dis, ça a été rapide, hein. Bref. Et donc, il écrivait à l'ordinateur, il faisait des recherches, mais des textes très, très, très complexes, même s'il avait 5 ans. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que tu sais écrire? Il dit, oh, les petits dessins. Il dit, si ça m'intéresse un jour, je les ferai. Il était très drôle, très vif. Et quand on a fini de manger, il me regarde puis il me dit, tu te rends compte, j'ai 5 ans. Si j'étais dans le système public, je serais à l'école maternelle. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là? En tout cas, il m'a fait mourir de rire, ce gamin. Et il avait tellement raison. Il était vraiment très conscient et pour lui, cette école-là, c'était vraiment une chance parce que euh, c'est le genre d'enfant qui, dans le système, finit par décrocher.
parce que il y a rien, 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 rien à 5 ans qui peut, voilà, qui peut le nourrir, qui peut lui donner ce que lui a envie de faire, de savoir ce sur quoi il a envie de progresser, etc., etc. Donc c'est comme ça que était organisé. Pour moi, c'est vraiment dans le respect comment, du respect de l'enfant. Je vais vous dire une autre chose qui se raccroche à ça. Parce que j'ai dit, effectivement, les enfants s'organisent quand ils ont besoin de savoir quelque chose, ils vont chercher les ressources, y compris de demander à leur prof de leur expliquer, à Mélanie, de leur expliquer, voilà. Mais c'est vraiment au besoin. Alors, il y a beaucoup de personnes, de parents et de profs, parce qu'ils sont formatés autrement, qui s'inquiètent de ça. Moi, je l'ai vécu parce que, vous le savez, j'ai fait l'école à la maison jusqu'à la fin du secondaire. Donc, pour mes fils. Et mon fils est né, puis avançait très vite. À un moment donné, il lisait beaucoup, il lisait des revues scientifiques. À 8 ans, il lisait Science et Vie, la théorie des cordes, etc. Donc, je le laissais aller avec ses trucs, ses bouquins, etc. Et à un moment donné, il me dit Oh, j'ai pas envie de faire de mathématiques. Alors, je dis Bon, bah écoute, si tu veux, hein, moi, j'ai pas de souci. Et je lui dis T'as envie de quoi? Et il me dit Mais moi, j'ai envie de comprendre la physique, la chimie, etc. Donc, je me suis fait envoyer de France tous les livres de la sixième à la troisième. Il avait une dizaine d'années. Et donc, il a pris là-dedans ce qu'il avait envie de prendre. Moi, je ne contrôlais pas. Sauf s'il m'appelait, il savait qu'il pouvait m'appeler pour une explication, pour résoudre quelque chose, etc. Donc, on fonctionnait comme ça. Et à un moment donné, donc, il avait décidé de ne pas faire de mathématiques, que ce n'était pas intéressant du tout les mathématiques, ce qui ne me dérangeait pas, parce que je savais bien qu'il en aurait besoin à un moment donné. Et puis, à un moment donné, il était rendu déjà sur un bouquin de quatrième et il essayait de faire un calcul en électricité et il m'appelle, il me dit, je ne suis pas capable de trouver le résultat de ça. Ben, je lui dis, oui, il te manque des notions mathématiques pour arriver à faire ton calcul. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, oh, ben écoute, si ça me sert à quelque chose, j'apprends les mathématiques. Il faut pas. Moi, ça a été, je savais que ça allait arriver comme ça, et je pense que chez tous les êtres humains, les enfants, quand on laisse se développer nos propres intérêts, tout ce qu'on ressent, etc., on apprend et on apprend éventuellement, voilà, plus même que ce qu'on pourrait apprendre autrement. Mais il y a éventuellement un temps pour tout, un moment donné où les choses rentrent. Et les mathématiques, il les a apprises très très vite parce qu'il en avait besoin, parce que c'était un outil dont il avait besoin. Mais travailler un truc sans comprendre son intérêt, son application, le fait que ça soit un outil qui allait lui permettre de ci, de ça ne l'intéressait pas. Et je pense que malheureusement, dans le système d'éducation, beaucoup de choses sont faites de cette façon-là. Il a appris tout seul, il est devenu bilingue tout seul. Alors évidemment, on a la chance ici d'avoir euh, autant de chaînes de télévision anglophones que francophones. Et donc, moi, je l'ai retrouvé un soir, un soir, à 1 heure du matin. Je me suis levée et la lumière était allumée dans le salon et il était devant la télé. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Bah, il dit, j'écoute des émissions en anglais. Là, je suis tranquille et j'apprends l'anglais. Et il est effectivement devenu parfaitement bilingue tout seul, de cette façon-là. Il avait envie d'apprendre. Il s'est trouvé tout seul les ressources. Voilà, moi, j'ai une confiance immense
dans le fait qu'un enfant va vouloir avancer, va vouloir savoir, et on est presque sur comment on n'est plus sur un système de scolarité de tout ce qu'on veut, on est pratiquement sur sur des fondations autodidactes, hein. Les gens qui sont autodidactes le savent. Quand on a envie d'apprendre quelque chose, on l'apprend, hein, sans que quelqu'un ait besoin de nous forcer. On va chercher toutes les ressources, toutes les infos, etc., beaucoup plus qu'on aurait pu apprendre si on s'était inscrit à un cours. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Moi je considère que Mélanie est quelqu'un qui était qui avait déjà un pied, deux pieds, deux pieds dans la 5D, dans le Nouveau Monde. Euh, Évidemment, c'était une école privée, mais beaucoup de parents faisaient le choix, même pour certains, si ça représentait euh, quelque chose d'important dans leur budget, faisaient le choix d'offrir cette opportunité-là à leurs enfants. Bon. Mais je pense que ça fait partie des pistes, de modèles qu'on peut utiliser. Je ne dis pas que c'est le modèle unique. Il faut surtout pas tomber là-dedans. Surtout pas. Le nouveau monde, il faut pas tomber dans le modèle unique, les ordres du ministère de machin truc, etc. Surtout pas. Mais c'est une des pistes. Et surtout pour moi, la piste importante, c'est que l'enfant a le désir d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. On a tous ça au fond de nous. Pour certains, c'est difficile parce qu'on a été foutu en l'air par l'école. Carrément, on a été brimé, on a été moqué, on a été contraint. Ça a mis un mauvais ressenti sur ce qui est l'apprentissage. Mais quand on laisse aller les choses naturellement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais vu d'enfant normalement constitué qui n'avait pas envie, à un an, 14 mois, etc., pour certains plus tôt, peu importe, mais qui essayait pas de se mettre debout et qui n'avait pas envie d'apprendre à marcher. Voilà ce que je voulais vous dire sur la leçon finalement de cette école et puis une des pistes, mais il faut complètement se déformater de ce qu'on a appris sur l'apprentissage, sur l'école, etc., etc. C'est pas comme ça du tout qu'on apprend. La façon dont on apprend, il faut désapprendre les normes qu'on a sur l'apprentissage. Répéter, apprendre par cœur, faire des exercices, tout ça est complètement obsolète. Ça ne fait pas partie du nouveau monde et surtout, ce qui fait partie du nouveau monde, c'est de respecter la souveraineté de chaque enfant. Parce qu'on parle de notre souveraineté à nous en tant qu'adultes, mais les enfants, ils ont leur souveraineté et il faut absolument la respecter le plus tôt possible. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je ne sais pas si euh, ça va peut-être susciter des questions, donc laissez-les dans les commentaires. Et s'il y a beaucoup de questions là-dessus, ben, à ce moment-là, je referai dans une red pile des réponses à ces questions-là. Alors, en dessous de cette vidéo, comme d'habitude, vous allez avoir le lien pour les dons PayPal. Vous allez avoir le lien qui va vous amener vers la page de présentation de la formation de guérisseur spirituel à distance, formation que j'ai mise en ligne. Vous allez avoir également le lien de ma chaîne Odyssée sur laquelle il y a la totalité des Red Pill et le lien de ma chaîne sur Crowdbunker où il y a les vidéos sur Big Pharma, etc., Mafia, Et puis, vous avez également le lien de mon compte, profil, enfin peu importe, de mon VK, hein, si vous voulez me rejoindre là, et le lien de Telegram. Sur Telegram, j'ai donc un canal sur sur lequel, pardon, je partage des informations. Vous pouvez vous inscrire en dessous. Sur le canal Telegram, vous avez le lien d'invitation qui est juste en dessous. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de me poser vos questions, particulièrement sur cette histoire de école, entre guillemets, mais d'apprentissage autonome
de nos enfants et nos futures écoles de ce nouveau monde. C'est important d'y penser. C'est important de revoir la copie de l'instruction, l'éducation dans ce monde qu'on est en train de construire. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Salut!